On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, Ariane Blais-Lacombe décortique pour nous les résultats des élections fédérales et Émilie Frémont-Cloutier se demande ce qu'est une ville vivante, et bien d'autres questions aussi. Et Antoine Pajot-Saint-Hilaire nous fait plonger dans la tradition brassicole des abbayes. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie du pétillant James Langlois. Salut James! Toi, t'es mon ineffable animateur, Antoine. Ah, t'es fin! Beaucoup de nouveaux dans les studios aujourd'hui. Oui, j'ai dit pétillant à dessein. Pourquoi, selon toi? Je pense qu'il y a une chronique sur la tradition brassicole. Ah-ha. On ne fait pas juste parler dans les idées aujourd'hui. Non, ça va être très concret. On va présenter Antoine dans quelques instants. Quoi d'autre de neuf dans les studios aujourd'hui? On est debout. C'est vrai. Comme disait saint Irénée de Lyon, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Désolé pour vous qui êtes assis. Non, c'est pas vrai. Il y a aussi des plantes. Ouais. On a décidé de mettre un peu de vie dans notre studio là, parce qu'on aime la vie, quoi. On danse la vie, on chante la vie. Des plantes. On est qu'amour. Des plantes, c'est vert, puis le vert, c'est à la mode. C'est la couleur d'espérance. En plus. On aime ça, l'espérance. Ben oui, ça commence à faire beaucoup de belles phrases creuses là, qu'on a. Présente donc les invités. Hey, salut tout le monde, je suis content de vous voir. Il y a plein de beaux visages autour de moi. Émilie Frémont-Cloutier, salut. Salut. Émilie, tu es chroniqueuse dans le magazine. On a la joie de te lire depuis cet été dans nos pages. Et là, tu viens de nous parler d'un de tes sujets de prédilection. Oui, ben c'est ça, je vais vous parler, en tout cas en lien avec la crise du logement qui sévit actuellement au Québec, en fait, comment ça nous interpelle en tant que catholiques. Mm-hmm. Puis comment aussi en lien avec la communauté, là, comment avoir une communauté plus vivante. Parfait. On va t'écouter avec attention. En fin d'émission, on a aussi Antoine Pajot-Saint-Hilaire, on a volé le punch un peu tantôt, qui va nous faire une incursion dans le monde de la bière de monastère. Le punch qui n'est pas aux fruits. Exactement, le punch au malt. Ah ouais, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vais vous parler de la tradition brassicole monastique, effectivement. Mm-hmm. Ça me fait plaisir. Nos papilles n'en peuvent plus et on a très hâte à la fin de l'émission. Bienvenue à l'émission à vous deux. Et sans plus tarder aussi, on aura la chronique d'Ariane Blais-Lacombe. Salut Ariane. Allô Antoine. Tu nous parles d'un sujet pas facile, là. Ben, un sujet pas facile, mais le fun. Des élections, c'est le fun. Ah ouais! Ben oui, moi, en tant que diplômée en sciences politiques, j'aime beaucoup ça, les élections. Puis, c'est comme ton Super Bowl, un peu. C'est un peu comme mon Super Bowl. Puis en fait, maintenant que j'y pense, j'ai quand même été à l'extérieur du pays pendant plusieurs années. Donc, je me rends compte que c'est la première campagne électorale que je faisais au Canada depuis plusieurs années. Puis j'avoue que j'ai trouvé ça le fun. T'as pas haï ça. Bon, ben on va entendre ton analyse dans quelques instants. Lundi dernier, les citoyens canadiens étaient appelés aux urnes. J'aime bien le mot « urne » parce que c'est un terme équivoque. Ça a aussi une signification funéraire. Hein? Et choisir, c'est faire le deuil de toutes les alternatives qu'on exclut. Hein? C'est des gros liens que je fais là. Je vois tout le monde qui bouge les sourcils autour de la table. Alors, pour faire le bilan du choix des Canadiens et surtout pour regarder vers l'avenir qui nous attend au pays, on reçoit la chroniqueuse politique Ariane Blais-Lacombe. Salut Ariane. Bonjour Antoine. T'es en deuil de quoi, toi, aujourd'hui? Non, je vais commencer avec une autre question. Ça commence fort. Ça commence fort. Non, mais ta soirée électorale s'est bien passée sans te demander si tu as perdu ou gagné tes élections. Là, c'est pas ça le sujet de la chronique. Tu as eu une belle soirée? J'ai eu une belle soirée, oui. Ouais. J'ai eu du fun à suivre ça.
on dirait que j'avais oublié à quel point les bureaux de scrutin ferment tard. Puis finalement, ça prend du temps dans la soirée électorale avant qu'on commence à avoir des résultats vraiment intéressants. Mais une fois que c'est parti, je dois avouer que j'ai été surprise à la... Ça déboule vite, là. Ça déboule vite, puis rapidement, les médias sont capables de faire des projections pour c'est fou, la couleur du gouvernement, puis minoritaire, majoritaire. Alors, pendant 2 heures, on a les résultats des provinces atlantiques, puis en dedans de 15 minutes, on a tout le reste. C'est à peu près ça. James? Je fais une petite intrusion dans ta chronique parce qu'on a parlé des bureaux de scrutin, là, pour souligner le travail acharné des bénévoles qui travaillent dans les bureaux. Moi, j'ai un ami qui a fait ça, Jean Fortin, cette année. Je ne sais pas s'il nous écoute. Bénévolement? Oui. Puis il a il a fait ça de 8 heures le matin à minuit le soir. Puis à minuit, lorsque ils ont terminé le décompte du dernier ballot, là, ils se sont rendus compte qu'il manquait un bulletin de vote. Ils ont été obligés de recommencer le décompte au complet. Fait que tout ça. Non, c'est le chapeau à ces gens-là quand même. Il y a les employés d'Élections Canada, il y a des employés temporaires aussi. Ouais, mais il y a aussi des bénévoles qui s'activent autour. Oui, chapeau bas à tout ce monde-là. C'est beaucoup de travail, puis même que ça ne me surprendrait pas qu'il y ait plusieurs recomptages dans certaines circonscriptions, parce que, encore au moment où on enregistre cette émission-là, il y a 13 circonscriptions qui ne sont pas encore décidées. Puis j'ai regardé un petit peu les scores tantôt, puis c'est très, très serré, même s'il y a certains endroits où il manque seulement une boîte de scrutin, c'est super serré. Donc, dans certains cas, ça me surprendrait pas qu'il y ait des recomptages. Mais même si ces 13 circonscriptions-là allaient d'un côté ou de l'autre, ça ne changera rien au résultat, disons, final, là, qui va constituer le gouvernement. Tu nous le donnes dans le mille, Ariane, c'est... les libéraux! Tes impressions générales sur les élections et leurs résultats, Ariane? Bien, je pense que comme beaucoup de Canadiens, là, finalement, on se dit un petit peu tout ça pour ça. Tu sais, c'est vraiment... c'est pas une élection qui va marquer l'histoire. Contrairement à ce que M. Bernier nous a dit. C'était un peu surprenant puis amusant, si on me le permet, son discours. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est comme une tendance qu'on a beaucoup ces temps-ci là, à qualifier. Là. C'est un moment historique, ce qu'on fait. Souvent, on va présenter des choses. Là. À chaque élection, on dit que c'est une élection qui va être historique, alors que la plupart ne le sont pas. Et celle qui vient de se dérouler ne le sera certainement pas. Là. En fait, on se demande vraiment qu'est-ce que ça a changé. Là, parce que les résultats sont similaires, là, tellement similaires à ce qui était avant que ça en est vraiment surprenant. Tu sais. On pourrait dire que l'émission qu'on enregistre aujourd'hui est historique. Hein? C'est la première fois qu'on est, nous 5, réunis. Bon, c'est unique. C'est unique. C'est la première fois qu'il y a des plantes dans le studio. On est debout. On ne reviendra pas là-dessus. Bon. Il y a plusieurs analystes qui s'entendent pour dire, Ariane, que notre premier ministre a perdu son pari en déclenchant ces élections-là. D'accord avec ça? Ben moi, je dirais que oui. Puis en fait, je pense que dans son discours de victoire, qui n'était pas très victorieux finalement, là, mais il a quand même dit, et je cite, je vous ai entendu, ça ne vous tente plus qu'on parle de politique ou de l'élection. Fait que ça, c'est quand même gros dire ça, là, dire on a fait une élection, mais vous n'aviez pas envie qu'on en parle. Là, c'est quasiment un mea culpa ou un désaveu là, de ce qu'il a fait. Il y a un autre truc dans cette phrase-là qu'il faut souligner quand même, c'est un politicien qui avoue que bon, c'est peut-être normal ou correct que les gens n'aient pas envie de parler de politique et qu'on peut pas tourner la page et dépolitiser, disons, la cité pendant les 2, 3, 4 prochaines années? Bien, il y a vraiment quelque chose là-dedans qui va dans ce sens-là. En un sens, c'est peut-être pas complètement faux. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui s'intéressent pas tant à la politique puis qui sont finalement un petit peu tannés quand on leur demande de se rendre aux urnes, justement. On le remarque aussi quand il y a des élections partielles. La plupart des gens sont complètement désintéressés. Les taux de participation sont ultra faibles. Mais reste que, moi, personnellement, qu'un premier ministre dise ça m'inquiète un peu. Ça me fait me poser des questions parce que quand même, sa job, c'est de parler de politique, c'est de faire de la politique. Puis comme on est dans une démocratie, ben un premier ministre ne devrait pas dire à sa population c'est correct, vous n'avez pas envie de parler de politique, donc on va faire les choses autrement. Je vois Émilie Pinet du Bonnet. T'es d'accord avec ça?
Oui, je suis absolument d'accord. Puis, je pense que c'est éloquent de voir que c'est les élections dans l'histoire, je pense en 150 ans d'histoire, si je ne me trompe pas, qu'il y a eu le plus faible taux de participation. Là. Ça m'a vraiment frappé aussi. Le taux est très faible. En fait, pour l'instant, le résultat préliminaire qu'on a, c'est ce qui avait eu lieu en 2008, qui était là aussi un creux historique. Ça avait un peu remonté récemment, puis là, on est retourné à ce plancher-là. Oui, ça risque vu que c'est un taux estimé préliminaire, on risque d'aller gagner 2-3 petits % dans les prochains jours, mais ça reste très bas. Là. Trudeau n'a pas réussi à convaincre les gens qu'il avait des bonnes raisons d'aller voter. On n'a pas trop compris pourquoi est-ce que les élections ont lieu, puis on rajoute à ça le contexte de la pandémie, les gens qui sont craintifs d'aller au bureau de vote, parce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il faut limiter les contacts, puis là, on se pitche tous... au centre communautaire pour... exactement, puis aussi, on connaît la pénurie de personnel, on nous en a parlé tout l'été, donc Élections Canada, trouver des gens pour travailler une journée, des longues heures, comme James l'a dit, c'est d'autant plus difficile. Là. Ariane Blais-Lacombe, il n'est pas question ici de faire prendre une position partisane, mais plutôt d'analyser les communications, par exemple, de l'un et l'autre des partis. Selon toi, pourquoi Trudeau a échoué à aller chercher sa majorité? Bien, c'est pour plusieurs raisons. Là, donc, je viens d'évoquer, en fait, que c'est lui-même qui a déclenché les élections. Donc, en fait, souvent, quand c'est un gouvernement minoritaire, ça dure en moyenne 18 à 24 mois. Donc, c'est quand même fréquent qu'on va en élection avant la date prévue dans la loi sur les élections à date fixe. Mais reste que là, c'était vraiment déclenché par le gouvernement, ce qui n'est pas toujours le cas. Puis, généralement, il y a une bonne raison. Puis là, ici, on dirait qu'on n'a pas trop compris c'était quoi la raison. On n'a pas trop compris qu'est-ce que, finalement, Trudeau voulait faire, qu'il n'était pas capable de faire avec son gouvernement. La Chambre qu'il y avait, oui. Exactement, avec la Chambre qu'il y avait. Donc, c'était quoi son gros projet qu'il voulait réaliser? C'était pas sur un budget, c'était pas sur une loi importante, c'était pas sur un enjeu politique, social, parce que l'enjeu du moment, c'est la pandémie. Puis la pandémie, c'est un enjeu relativement non partisan. Il y a quand même une certaine concorde dans la Chambre sur ces enjeux-là. Exactement, on veut l'éradiquer. Les moyens proposés sont grosso modo les mêmes. Avec l'état d'urgence sanitaire, ça a quand même donné beaucoup plus de pouvoir au gouvernement pour agir justement sans avoir besoin d'avoir l'accord de la Chambre pour chaque fois. Donc, ça fait que l'élection en tant que telle, il y a beaucoup de gens qui avaient un gros point d'interrogation. C'était une question pendant le débat, pourquoi sommes-nous en élection? Mais il y a aussi que en se présentant, en déclenchant et en se présentant d'élection, en étant le premier ministre sortant d'un gouvernement minoritaire, en communication politique, là, il y a différentes théories. Puis donc, qu'est-ce que ça change pour justement d'être il faut aller sortant? chercher un message assez particulier parce que tu peux pas te présenter devant la population de la même manière quand tu es le premier ministre sortant que quand tu es un parti d'opposition. Tu défends un bilan, finalement. Exactement. Il faut défendre un bilan. Puis ça, c'est la première partie qui n'a pas été tout à fait... convaincante, là, je dirais personnellement, de ce que j'ai suivi. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas un bilan d'accomplissement très fort, ce qui est quand même normal quand on a un gouvernement minoritaire. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Là. Donc, en préparation, je suis allée voir le polymètre, qui est un outil développé à l'Université Laval qui, en fait, lors des élections, épluche, si on veut, les promesses que font les partis. Puis une fois qu'un parti est rendu au gouvernement, pendant tout son mandat, il suit la réalisation ou la non-réalisation. Exactement. Ouais. Donc, dans son précédent mandat, Trudeau avait fait plus de 300 promesses, puis il a été obligé, pour des raisons X, Y, Z, il a abandonné plus de la moitié de ses promesses. Donc, c'est sûr que ça donne pas une posture très, très forte. Mais c'est pas toujours le cas. Est-ce que c'est un ratio normal, ça, pour un gouvernement d'abandonner la moitié de ses promesses? On a l'impression que ça ressemble souvent à ça, non? Antoine est d'accord. Même si ça ressemble souvent à ça, c'est pas plus encourageant, par contre. Non, mais il y a quand même... Je suis allée chercher des points de comparaison parce qu'aussi, je me disais comme, ça me prend un ordre de grandeur. Oui, c'est ça. Donc, une chose que j'ai remarqué, le polymètre, c'est un outil relativement récent. Là, donc, on peut pas remonter jusqu'à... McDonald's, mettons. Non, c'est ça. Mais Trudeau est un gros prometteur parce que autant dans la campagne de 2019 que dans la campagne de 2015, il a fait plus de 300
100 promesses. Puis si on compare son prédécesseur Harper, en 2011, qui avait fait plutôt autour de 150 promesses, donc carrément la moitié. Mais reste que à la fin de son mandat de 2015, il avait seulement abandonné 8 % de ses promesses. Donc là, c'est un très faible pourcentage. Il avait réussi à faire essentiellement ce qu'il avait voulu. Tandis que cette fois-ci, effectivement, on sent qu'il n'avait pas voulu. Mais donc, quand on sort d'un mandat minoritaire, c'est d'autant plus important de dire « j'ai un bon bilan, mais j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire. Donc votez pour moi à nouveau. Donnez-moi ma majorité pour qu'on puisse accomplir X, Y, Z. Puis là, on espère que c'est des projets porteurs, des projets qui vont convaincre les gens non seulement de se présenter aux urnes, de voter en grand nombre. Puis là, ici, on dirait que donc ces 3 aspects-là, pourquoi on vote, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il veut faire, c'est comme resté un petit peu un point d'interrogation pour beaucoup de gens. Mais ce qui est drôle, c'est que les autres partis aussi, on sent qu'ils ont tout le monde a un peu fait du surplace. Il n'y a pas eu de gain majeur ou de changement pour les autres partis. Donc, on dirait que les électeurs, ils se sont dit, ce que j'ai fait la dernière fois, c'était comme correct. Je suis relativement satisfait, donc je vais relativement faire la même chose. Ouais. Ariane, il nous reste à peine 2 petites minutes. J'aimerais ça t'entendre sur la place des croyants dans une élection, spécialement une élection fédérale comme ce qu'on vient de vivre. Est-ce qu'on sait s'ils votent d'une façon ou d'une autre, ou y a-t-il des tendances qu'on peut dégager? Bien ça, Antoine, ça serait un sujet super intéressant pour une prochaine chronique parce qu'il y a vraiment des théories super intéressantes sur le vote catholique au Canada. Donc, chaque pays a ses propres dynamiques électorales. Puis, au Canada, la dynamique principale, c'est les régions. N'importe qui a regardé la carte électorale voit que c'est bleu au milieu, c'est rouge en Ontario. Dès qu'on voit des petits points, on grossit ville versus région. Donc, les dynamiques électorales du Canada sont vraiment très géographiques, mais qu'il y a quand même un clivage religieux. Il y a quand même, ça aussi, ça vient jouer, surtout dans certaines circonstances. Jusqu'à très récemment, les catholiques avaient beaucoup tendance à voter pour les libéraux. Ah oui? Ce qui m'a surpris. Là, on parle de pourcentage élevé, là, de plus de 50 %. OK. On aurait cru conservateur. Hein? On aurait cru récemment avec Harper, c'est un espèce de lien qui s'est un peu défait. Puis là, j'ai pas pour l'instant de données sur les élections plus récentes, là, par exemple, depuis le retour de Trudeau. Mais ça me ferait vraiment plaisir de revenir vous en parler parce que moi, c'est un sujet que je trouve absolument fascinant. Ben ouais. C'est tout le temps qu'on avait, Ariane, mais déjà, c'était très éclairant. Merci de tes lumières et de ton analyse de ces élections qu'on vient tout juste de vivre. On aura sûrement l'occasion, comme tu dis, d'en reparler dans le courant de l'année. Et il y aura d'autres élections aussi à venir, les élections municipales, entre autres, dans les prochaines semaines, et les provinciales dans plusieurs mois. Mais on va se donner le temps de digérer tout ça. Merci, Ariane Delacombe, et à bientôt. Merci à vous. Du trésor, envie de chauffer le dehors, de shooter la palme d'or. J'ai dessiné le plan, la grande évasion. C'est une révélation. Y a une ampoule brûlée au-dessus de ma tête. Envie de manquer de frein juste avant le ravin.
Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant à la barre dont n'est pas du monde. C'était la pièce La Grande Évasion de Patrice Michaud. En Chine, la valeur d'un logement au centre-ville de Shanghai équivaut à 46 fois le salaire annuel moyen. À Vancouver, c'est 11 fois le salaire d'un citoyen ordinaire, disons. Là. Et au Québec, ben, c'est sûr que le rapport est nettement plus avantageux, on s'entend. Là, c'est pas Vancouver ni Shanghai, mais quand même, les effets de la crise immobilière se sont fait sentir durement durant la dernière année, spécialement lors de la fameuse journée nationale du déménagement, soit le 1er juillet, où des centaines de familles, particulièrement dans les milieux urbains, se sont retrouvés à la rue. Pour certains, dont la chroniqueuse Émilie Frémont-Cloutier, ce phénomène serait symptomatique d'une conception du logement qui ne tient pas assez compte de sa finalité, et j'ai nommé les personnes qui habitent ces logements. Salut Émilie. Salut. Je reprends un peu la thèse, ou disons la sous-thèse là, de ton texte du numéro de septembre du magazine Le Verbe intitulé « Les déracinés de l'été ». Tu commences ton texte en parlant d'un phénomène qui embrasse assez large là, les évictions, les rénovictions, les expulsions, tout ça. Est-ce que c'est marginal ou c'est quoi l'ampleur de ce phénomène-là au Québec? Bien, en fait, depuis les dernières années, ça a pris vraiment beaucoup d'ampleur. Là. En fait, on a qu'à éplucher là, les médias qui parlent là, de ce phénomène-là. Il y a de nombreux articles. Là. Donc, je dirais que c'est un phénomène qui touche encore plus fortement, je dirais, Montréal, des quartiers comme Verdun, Saint-Henri, je dirais qu'ils sont en phénomène de gentrification. Ici à Québec, ça va être beaucoup, je dirais, secteur du centre-ville. Saint-Sauveur, Limoilou. Oui, c'est ça. Gentrification en 2 mots, comment tu définis ça? La gentrification, en fait, c'est le fait de développer logements, services, je dirais, dans un secteur qui est nouvellement prisé, là, je dirais, par une nouvelle génération de gens un peu plus aisés. Donc, en tout cas, dans des secteurs où traditionnellement, il y a des gens là, plus défavorisés. Donc, quartier qui traditionnellement était plus populaire, disons, ouvrier, pour reprendre des termes presque d'une autre époque. Tout d'un coup, il y a des gens qui se mettent à acheter des condos, découvrent la valeur justement d'être proche du centre-ville, par exemple, ou de ils développent certains un services. Style de vie. Uh-huh. Puis, pour répondre à ce style de vie-là, ben c'est ça, il y a des commerces qui se développent, il y a des logements, il y a des promoteurs qui achètent des logements pour qu'ils se mettent à être plus subdivisés. Donc, il va y avoir une rareté aussi des grands logements. On parle des gens démunis, mais c'est seulement aussi un certain profil de la population. Là. Si c'est une famille, ça peut être plus difficile de trouver un logement. Simplement trouver un logement, puis encore plus en trouver un qui est abordable. Ouais. Parce que quand on parle d'expulsion, là, dans l'imaginaire collectif, disons, il y a une partie de ça qui va être associée à des gens, des mauvais payeurs ou des gens qui mériteraient peut-être d'être expulsés, là, mais c'est loin d'être seulement ce cas-là. Là. Non, c'est ça, c'est loin. Ça dépasse largement ce phénomène-là. Je dirais, dans les articles en question que j'ai lus, il y a eu des cas de rénoviction. Pour prendre un cas type, là, un article d'une dame qui vivait depuis une trentaine d'années dans le même logement, un couple. Puis, en fait, il existe une loi, en fait, pour les gens qui ont plus que de 70 ans, là, pour défendre leur droit de rester dans un logement quand ça fait des nombreuses années qu'ils sont présents. Mais il y a vraiment une lourdeur bureaucratique à tout ça pour que les gens arrivent véritablement à se défendre, pour que ce soit appliqué. Là, c'est une autre paire de manches. Mm-hmm. Alors, c'est des gens qui se retrouvent carrément à la rue ou est-ce qu'ils sont pris en charge par la Croix-Rouge? Comment ça se passe? Ben, dans le cas, c'est ça. Quand il y a 500 ménages à la rue, c'est sûr qu'il y a des programmes là, comme la Croix-Rouge qui existent. Il y a les organismes communautaires selon les quartiers. Là, il y a ce qu'on appelle des comités logements, pardon. Là, dans le cas de Québec, il y a le comité citoyen-citoyenne de Saint-Sauveur. Il y a même des comités logements, pas seulement là, en région urbaine, mais aussi dans certaines régions là, de Québec. Donc, ces gens-là offrent un accompagnement d'urgence souvent. Mais c'est ça, là, les gens doivent être de temps à autre, là, il y a des programmes pour qu'ils soient logés temporairement dans des motels. En attendant de trouver autre chose à la hauteur de leurs moyens. Mais finalement, j'imagine que ce que ça fait, c'est que ces gens-là doivent trouver des logements plus en périphérie, s'éloignent des centres, non? Bien, c'est ça. Souvent, c'est un phénomène dans plusieurs secteurs qui est de plus en plus présent. Là, c'est que les gens, pour trouver un logement abordable alors qu'ils restaient au centre-ville, vont s'en aller dans les banlieues.
Puis le problème, c'est souvent, il y a moins de services de proximité aussi dans les banlieues. Donc, des gens qui étaient habitués pour des questions financières de tout faire à pied, mais se retrouvent avec leur logement, mais des fois, mais plus pas grand-chose. Donc, ça cause accessible d'autres autrement qu'en problèmes. voiture. Ouais, Ouais. c'est ça. OK. Bon, là, on a un peu fait le portrait de la situation. Il existe des solutions ou on est devant une fatalité? Là? Bien, en fait, il y a de nombreuses solutions. Là. Ah ouais? J'avais ça être positive dans la vie, là, proactive. C'est ça, il faut seulement avoir, je pense, la volonté politique de les appliquer et de les prendre. Mais ça, c'est à l'échelle plus politique, mais je pense qu'à l'échelle personnelle, il y a aussi des engagements qui peuvent être pris en ce sens-là. Commençons par le politique 2 minutes, puis après ça, on prendra plus de temps pour la petite échelle. C'est ça. Sur le plan politique, je dirais, il y a des associations telles le FRAPRU, là, je peux dire, c'est le Fonds d'action populaire en réaménagement urbain, finalement, qui est à l'échelle nationale, défend le droit au logement. Eux, ça fait longtemps qu'ils disent et qui réclament qu'il y ait comme une construction de 7 000 logements sociaux par année au Québec. Je pense que c'est 50 000 à l'échelle du Canada. Parce que c'est ça, il y a vraiment un grand besoin, mais pour que ce soit appliqué, je pense que ça prend une volonté politique, puis même, au niveau provincial, mais dans chaque municipalité ici, puis des groupes à Québec notaient qu'une occasion manquée de ça récemment, c'est à Vanier. Il y a un réménagement du centre d'achat Place Fleur de Lys. C'est vrai. Puis, c'est ça, il y a le quartier Vanier qui est situé tout à côté, qui est un quartier où, je dirais, il y a la concentration, là, je dirais, de gens qui ont un faible revenu. Un certain niveau de faible revenu. Puis, ça aurait été une bonne occasion, en fait, que la construction des logements à Fleur de Lys, il y en ait une partie qui soit, au moins une partie qui soit abordable ou subventionnée, mais il aurait pu avoir un partenariat dans cette histoire-là. C'est ça. Ça ne serait pas du tout prévu pour l'instant dans le projet, alors qu'on voit clairement que aux alentours, c'est un besoin qui est là. Puis, c'est ça. Puis, j'aime mieux, tu sais, c'est pas parler, tu sais, parce que ça peut être stigmatisant de dire les gens sont pauvres dans ce coin-là. Je pense que c'est important quand on parle de logement de ne pas aller forcément dans ce terme-là, mais juste nommer que c'est ça, il y a des gens qui ont un plus faible niveau de revenus dans certains secteurs. James? Mais parlant des logements pour les personnes à faible revenu, là, peut-être ce qu'on appelait autrefois les HLM, là, est-ce qu'on remarque une baisse généralisée dans l'écosystème québécois ou c'est quoi la situation un peu de ces logements-là? Est-ce que tu sais? Je dirais que, honnêtement, je suis pas bien informée sur la question. Ce que je sais, c'est qu'il y a un grand besoin d'en construire des supplémentaires. Ce que je sais, c'est qu'il y a une forme de logement qui est beaucoup plus développée, là, je dirais, depuis les dernières décennies, depuis assez récemment. Il y a soit les coopératives d'habitation, ou soit il y a des programmes fédéraux aussi qui financent, qui peuvent financer des propriétaires pour que dans leur parc de logement avoir certains logements subventionnés. Donc ça, je pense que c'est aussi intéressant. Là, c'est de plus en plus subventionné. Puis je trouve que l'avantage de ça, c'est que pour l'inclusion sociale, qu'il y ait une diversité de personnes à un même endroit, ça peut être quand même une richesse. Une richesse, puis ça peut être quand même un bon moyen de le faire aussi. On parle de personnes à plus faible revenu, mais tout ça est assez relatif, surtout compte tenu du fait que l'augmentation du prix des logements dépasse largement l'inflation. Donc, il suffit pas d'être pauvre là, pour être atteint par ces enjeux-là. Une famille, disons, classe moyenne, pourrait subir les contre-coups là, de la flambée immobilière, c'est évident. Émilie, on a parlé de l'aspect un peu plus politique. Là. Nous, comme simples citoyens dans notre quartier, y a-t-il des choses qu'on peut faire pour améliorer la situation? Oui, bien, moi, je pense que tout simplement, je parlais de coopératives d'habitation. Il y a des projets qui se mettent en place. Ça peut être s'engager de près ou de loin dans des projets comme ça. Ça peut être aussi penser, quand on veut déménager, à céder son bail. Là. Un peu à l'avance, ça a l'air niaiseux, là, mais c'est vraiment un des meilleurs moyens. Dans le fond, tu as payé un logement à un certain montant avec pas beaucoup d'augmentation, un certain nombre d'années, puis tu planifies pour le céder à une autre personne. Je dirais aussi, je dépasse un peu le terme strictement du logement, là, mais je pense que, c'est pour que des gens se sentent bien dans une communauté,
être bien logé, c'est aussi être dans une communauté vivante où il y a... c'est au-delà des quatre murs, là. Oui, c'est ça. Je dirais c'est favoriser le bon voisinage ou simplement aller vers les gens que je dirais qu'on fréquenterait pas si facilement normalement, tu sais, dépasser ses propres cercles d'amis, tout ça. Là. En fait, je faisais référence dans la chronique que j'ai écrite. Le pape nous invitait en juillet. Là, c'est une prière qui faisait, ça se nomme, c'est des petites capsules qui se nomment la prière du pape. Oui. Puis, c'est comme ses intentions oui, du c'est mois. ça. Là, ouais. Puis, il nous encourageait à être architecte de l'amitié sociale. Donc, moi, ça m'a amené une réflexion de dire, bien concrètement, à l'échelle d'un quartier, quand je vis dans un quartier, c'est quoi que ça implique? Je pense que c'est ça, ça implique d'essayer c'est ça, de côtoyer des gens que... Pardon, je me répète, là, mais c'est ça, c'est... Qu'on côtoierait pas nécessairement dans des cercles d'intérêt. C'est par ça. exemple, on a une voisine qui est plus âgée ou on a l'autre voisin après qui appartient pas nécessairement au même groupe social que nous, mais qu'on gagnerait à connaître. Justement, ça fait partie de la richesse de la diversité qu'on retrouve dans les quartiers. Pour avoir habité dans les quartiers populaires, quand j'étais étudiant, disons, ce qui me fascinait, c'était justement de voir la grande diversité. Moi, j'appelais... il y avait les locaux, là, ceux qui étaient là depuis des générations. Je le voyais dans tes notes, tu disais que c'est une mémoire vivante, hein, ces gens-là qui peuvent nous enseigner beaucoup sur la vie du quartier, par exemple. James? Moi aussi, je peux témoigner que j'ai passé une bonne partie de mon enfance là, dans un HLM, dans une rue où il y avait plusieurs HLM, en fait. Puis c'est ça, tout le monde se côtoyait, tout le monde se connaissait. Il y avait une vie, là, c'était un peu une jungle des fois, mais c'était extraordinaire. Là. Alors, comment préserver ça, justement, en se visitant un peu plus, en osant se déranger, Émilie, tu dirais? Oui, je dirais en osant se déranger, cogner aux portes, mais c'est aussi, je dirais, en termes d'aménagement, là, tu sais, carrément, je dirais, il y a un projet dernièrement là, qui a été, en tout cas, initié par Saint-Roch. Il y a une citoyenne qui demandait à ce qu'il y ait un stationnement, un parc en place, un stationnement qui était en vente. Donc, c'est le genre d'initiative que les citoyens peuvent demander à leurs élus pour qu'ils se fassent plus d'espace vert, mais pas développer n'importe comment, mais des lieux qui suscitent la rencontre, en fait. Ça, c'est un bon moyen d'améliorer la vie de quartier, en fait. Puis on pourrait être étonné de voir à quel point la politique municipale, c'est très proche du citoyen. On peut avoir un impact assez facilement, je pense, hein, comme citoyen au niveau municipal. Là. C'est bien plus facile de changer une politique municipale qu'une politique fédérale, par exemple. Oui, bien c'est ça, à contacter nos élus ou juste aller au conseil municipal pour faire de telles demandes. Là, ça peut être reçu assez facilement aussi. Les comités citoyens qui existent là, dans divers quartiers aussi. On peut faire un bout de chemin avec eux, c'est certain. Puis, c'est ça. Il y a toutes sortes d'alternatives. Puis, je dirais pour, tu sais, au niveau entrepreneurial, là, parce que je dois parler, il doit y avoir plusieurs entrepreneurs immobiliers qui nous écoutent, ou en tout cas. Mais je pense que ça peut être. En tout cas, se lancer là-dedans, en fait, ça peut être une bonne avenue aussi admettons que je reste dans un quartier, c'est ça, faire des achats, mais essayer dans la façon de développer là, cette entreprise-là, de rester à échelle humaine, puis essayer, en tout cas, dans les circonstances qui ne sont pas si faciles, mais d'offrir des logements abordables, puis aux gens qui en ont vraiment besoin. Tu sais, je crois beaucoup... c'est ça, ce travail-là aussi de personne en personne aussi. Là, oui, il y a les grandes politiques, mais si en tant que chrétien, on peut investir une communauté puis avoir cette vision-là, c'est... Même comme entrepreneur immobilier. Même comme entrepreneur, oui. Comment ça se passe à Limoilou, les Blais, Lacombe, Pajot, Saint-Hilaire? On a été témoins, disons, indirects de quand même plusieurs rénovations là, au printemps, là, puis lors du déménagement. Là.
il y a plusieurs, justement, des entrepreneurs un peu Véreux. ouais, disons, là, je veux dire voraces, mais qui sont bien implantés dans le quartier, qui font beaucoup d'achats, justement pas à échelle humaine. Le locataire est vraiment le dernier des soucis. Le profit est vraiment le premier des soucis. Et là, ça crée vraiment beaucoup de problèmes. Mhm. Puis, on a regardé récemment pour changer de logement. Puis, juste en 1 an qu'on était là, on pourrait pas retrouver ce qu'on a, qui est déjà pas là, les logements mythiques avec des loyers bouchés de pain. Là, mais reste que avec, c'est ça, là, une petite famille, avoir un certain nombre de chambres, c'est plus possible vraiment au centre-ville. Ben, juste à Québec, en fait, trouver un logement où est-ce qu'on peut avoir 3, 4, 5 enfants comme locataire, là, c'est parce que ça existe presque plus. Oui, c'est vraiment difficile. De notre côté, on a renoncé à s'acheter une propriété aussi au centre-ville parce que c'est ça, c'est vraiment trop dispendieux. En tout cas, c'est un autre sujet là, qui est le marché locatif, mais c'est ça. Puis juste, je pense qu'être témoin au centre-ville aussi de la montée de l'itinérance, je pense que c'est aussi une conséquence de ça. Mais c'est un sujet qui pourrait être élaboré aussi davantage. Merci beaucoup, Émilie Frémont-Cloutier, pour ce texte, pour la chronique que tu viens de nous livrer. Ça va continuer à mijoter, je pense, là, de devenir des architectes de l'amitié sociale. C'est vraiment un beau projet. Merci encore, Émilie. Merci, Antoine. It's not over, but it's fading out. It's softly too familiar. It's that taste I can't get rid of. You know, this back and forth slowly took its toll. Think it's time for both of us to go. Strangers on a train, I keep feeding my ego with this little piece of fame. So is this who I've become? This big man child on the run, teasing my way and then gone with the wind. Satirical that I still play the role, a lost cause out to cause a lot more trouble. With time we'll get over each other. We'll put on different faces, act like strangers on a train. C'est toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. C'était la chanson Stranger on a Train de Geoffroy.
Le marché des microbrasseries au Québec est en pleine expansion, et ce depuis quelques années quand même. Étrangement, plusieurs marques de bière ont choisi d'emprunter leur nom au domaine religieux. Pensons à Don de Dieu, la Sacristine, la Fin du Monde. Il y en a d'autres, Antoine? Oui, et même une brasserie qui s'appelle Dieu du ciel. Imagine. Alors peut-être qu'il s'agit d'une manière pour les maîtres brasseurs d'ici de rendre hommage à la longue tradition brassicole héritée des monastères européens. Curieux d'en apprendre un peu plus sur cette tradition, on a eu la très, très bonne idée d'inviter un grand amateur de bière spécialisé et ami de l'émission, Antoine Pajot-Saint-Hilaire. Salut. Bonjour. Tu nous parles pas de Kant, de philosophie aujourd'hui? On parle pas de Kant et de philosophie. On met ça à la trappe pour parler de notre trappe. On parle de moine brasseur, exactement. Yes. Alors, la rumeur raconte que ça t'arrive parfois de faire des brassins maison, c'est vrai? C'est vrai. J'ai commencé à brasser ma propre bière il y a quelques années. Oui, c'est un petit hobby, là. J'aime bien le processus. C'est plaisant. Mais c'est pas ça que tu nous fais goûter aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va déguster des produits belges, des produits de brassés sur des abbayes, des terrains d'abbayes. Avec un niveau de qualité différent du... Oui, c'est ça, là, qui ont des siècles d'expérience. Quand même. Un petit peu plus que moi. Ah ouais. Avant de plonger dans l'historique là, de la tradition brassicole monastique, Antoine, t'as apporté quelques échantillons, évidemment. Oui, c'est ça. J'ai apporté quelques bières belges d'abbaye qui sont disponibles au Québec, en fait, dans les SAQ. Qu'est-ce que c'est? Donc, on a une bière trappiste, des trappistes de Rochefort, qui est ici. On a une bière Saint-Bernardus qui est malheureusement plus exactement authentiquement trappiste. On y reviendra tout à l'heure. Et puis sûrement moins bonne pour la cause. C'est ça. Je pense que oui, on pourrait la mettre en arrière. Et puis la chimée, la traditionnelle chimée, qui est une autre bière trappiste. Qui sont offertes ici dans les SAQ. Donc, je vous encourage à essayer ces produits-là. C'est quand même des histoires fascinantes qu'il y a derrière. Et on va y plonger à l'histoire. Donc, les bières, on va les regarder essentiellement pendant les 15 prochaines minutes. Oh non, on peut... Simon fait non. Okay. C'est vrai, il y a Simon qui est là. Hein? Il est apparu soudainement? C'est un peu drôle, ça. Salut Antoine. Tu sais, moi, que je pratique la docilité à l'Esprit Saint. J'ai comme senti dans le bureau qu'il fallait que je vienne en studio pour m'assurer que tout était correct. Puis là, j'ai tout de suite compris que l'Esprit Saint m'avait amené parce que j'avais besoin de quelqu'un pour ouvrir les bières. Ah ben là, oui, sois docile. Vas-y, écoute cet élan-là qui est en toi, Simon. Enfin, tout le monde en parle, il y a Manon. Nous, on a Simon. Moi, je vais prendre la blonde, tiens. Tu peux commencer par servir nos invités. Alors, Antoine, ça part d'où cette longue histoire-là? Est-ce que c'est les moines qui ont inventé la bière? Non, malheureusement, on ne peut pas dire que ce sont les moines qui ont inventé la bière. En fait, la bière est d'une tradition millénaire. Ah ouais? On estime la découverte de ce processus-là, ou l'invention, là, on pourrait débattre de ce que c'est une invention ou une découverte. Mais bref, l'invention, disons, de la bière, on l'estime à environ 6000 ans avant Jésus-Christ. Donc, bien avant les moines. Où ça s'est passé, ça? Dans le croissant fertile, grosso modo. Okay. Où tout se passait là, à l'époque. Là, donc, c'est ça. La découverte de l'usage des céréales, puis finalement que les céréales peuvent être fermentées, que la levure va les fermenter, puis qu'on va avoir un breuvage alcoolisé à base de céréales. C'est ça, c'est les premières bières, disons. Okay. Mais dans la culture populaire, on associe beaucoup la culture brassicole aux moines, puis à la vie monastique médiévale. Pourquoi on fait ce lien-là? J'imagine parce qu'on est un peu héritier finalement de cette civilisation-là chrétienne. Donc, on est habitué à penser la bière, c'est d'origine européenne, ce genre de trucs-là. Ouais. C'est pas tout à fait faux dans la mesure où les moines médiévaux ont effectivement contribué à consolider une culture brassicole, à l'uniformiser. Ouais, développer des procédés stables, des recettes. Exactement. Pop! Beau petit bruit, ça. Une petite chimée là, qui vient de s'ouvrir. OK, alors, des moines brasseurs, on pourrait penser que c'est un peu antinomique là, ou paradoxal. C'est une vie de piété, mais à la fois, on brasse de la bière. Comment ça peut être conciliable? Non, mais c'est ça qui est génial avec les moines, c'est que c'est des communautés extrêmement priantes, donc on a une espèce, je dirais quasiment un devoir d'admiration envers elles. Mais de l'autre côté, ils nous produisent des petites confitures, du miel, du chocolat et de la bière. Il y a même des jujubes ici dans Charlevoix. Bon, c'est ça. Alors, qu'en est-il? Les moines vivent selon une vie guidée par le principe ora et labora, donc prier et travailler. Donc le travail... James va intervenir, oui. Là, ça démange. Vous saviez pas que l'alcoolisme est un chemin de sainteté? Explique. Parce que même au sein d'un monastère? Non, parce que qui boit dort,
qui dort ne pêche pas. Or, qui ne pêche pas est sain. Oui, j'ai déjà entendu ce syllogisme. Ouais. Fallacieux, par exemple. Il y a peut-être des prémices problématiques. Mais on a dit qu'on ne parlerait pas de philosophie, donc on ne décortiquera pas le syllogisme de James. Oui, c'est ça. Donc, ora et labora, ces deux principes-là. Le travail, pour le moine, c'est extrêmement important. Puis le travail, c'est pas une question de produire un produit qui va nous faire commettre des péchés ou des niaiseries. Mm-hmm. C'est vraiment de produire... de faire un travail qui va produire quelque chose de beau à partir de la création. C'est d'être en harmonie avec la création qu'on est capable de produire d'aussi belles choses. Pensons au fromage. C'est ça, le fromage. Ouais. C'est pas une déformation de la création, c'est une quintessence du don que Dieu nous a fait. Alors les moines, dans cet esprit, travaillaient. Le travail, par contre, est d'abord et avant tout orienté vers la communauté. Surtout à l'origine, les moines vivent une vie qu'ils espèrent le plus possible autarcique. Donc, ils veulent que le monastère soit véritablement autosuffisant. C'est pour ça qu'ils cultivent les légumes, les céréales et qu'ils font de la bière aussi pour les moines. Mm-hmm. Évidemment, quand il y a des surplus, à l'origine, les surplus de bière, par exemple, étaient généralement distribués aux gens qui habitaient proches de l'abbaye, donc à la communauté chrétienne environnante, qui venaient dans un pub du monastère pour déguster quelques produits, faire communauté aussi. Parfois, la communauté, j'imagine, avait participé aux récoltes ou d'une manière ou d'une autre. C'était rapproché lors du travail d'élaboration. Symbiose dans le travail, là, finalement, de toute la communauté. Puis bon, avec un monde qui devient industrialisé, cet idéal d'autarcie devient beaucoup plus difficile, on en conviendra. Donc, ce que les moines font, c'est qu'ils acceptent de finalement commercialiser leur bière, mais les recettes, les profits qu'ils en font, donc qu'ils en tirent, sont réinvestis pour la communauté. Et lorsqu'il y a des surplus qui excèdent les besoins de la communauté, on s'entend que les moines ne vivent pas sur l'or, lorsqu'il y a des surplus, ils sont redistribués à des œuvres caritatives pour agir par charité. Merci beaucoup, Simon. On peut-tu se faire un santé? Santé, tout le monde? Ah oui. Il y a Simon, là. Santé. À la tradition monastique. La tradition monastique. Merci. C'est bien, on sent qu'on encourage les œuvres de charité en ce moment-là. Si j'ai bien compris, c'est ça? Si on boit une bière trappiste, j'y viendrai. Si on boit une bière trappiste, oui, on peut en être assuré. On n'est pas en train d'encourager le grand capital. Là, non, c'est ça. Bon, c'est réconfortant tout ça. Antoine, le temps file à une vitesse folle. La tradition brassicole, c'est surtout... disons, localisé dans certains pays. C'est pas toute l'Europe qui produit de la bière. Non, c'est ça. Donc, on identifie généralement 2 pays européens très forts en bière, l'Allemagne et la Belgique, qui ont des histoires différentes, des bières différentes aussi. Mais c'est ça, donc l'Allemagne est très pionnière en fait. Une des premières brasseries monastiques en Europe, c'est Augustiner, qui est une brasserie fondée en 1328 en Allemagne. Donc, très, très vieille brasserie. C'était les moines de l'ordre des Augustins. Malheureusement, les moines allemands ont cédé rapidement leur brasserie à des compagnies commerciales. Il y a quelques techniques brassicoles monastiques qui ont été conservées, qui font une qualité très forte, qui donnent une grande qualité à ces bières-là. Mais le côté, disons, proprement monastique de la fabrication puis de la destination, disons, le pourquoi du comment, a changé. Alors qu'en Belgique, il y a une tradition trappiste très forte qui est plus conservatrice de ce côté-là et donc qui conserve non seulement des techniques brassicoles, mais aussi la dimension, disons, c'est ça, proprement chrétienne de la fabrication de la bière. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai amené quelques bières trappistes. C'est quoi les trappistes, James, en 2 minutes? Là? Tu sais, c'est quoi, toi? Les trappistes, c'est une branche, me semble, des cisterciens. Exact. Ouais, c'est ça, qui vivaient de manière plus austère. C'est une réforme des cisterciens, je pense, qui a eu lieu au 19e, 18e? 17. À 17. Oui. Donc, au 17e siècle, effectivement, il y a une espèce de schisme qui se crée à cause de la modernisation. Il y a des cisterciens qui décident de retourner à la règle de manière un petit peu plus, austère, mais eux vont parler de stricte observance ou d'étroite observance par opposition à l'observance commune. Et là, mais c'est là la naissance des trappistes. Les trappistes, donc, décident de vraiment produire de manière proprement, disons, ou en tout cas de manière plus, je dirais, fidèlement chrétienne. On en a au Québec. Ben oui, absolument. À Mistassini. Oui, du chocolat. À Oka, si je me souviens bien, les trappistes font du fromage. Oui, qui sont maintenant à Saint-Jean-de-Mata. Ah oui.
Alors, les trappistes, on les retrouve beaucoup. Justement, cette tradition-là a été préservée par les trappistes en Belgique, surtout dans cette région-là. Oui. C'est ça, ils ont des règles très spécifiques, les trappistes, lorsqu'ils brassent de la bière. Comme? Donc, la première règle, c'est que la bière doit être brassée ou bien par des moines, ou bien supervisée. La brasserie va être supervisée par des moines, obligatoirement. Ah ouais. Elle doit être brassée aussi au monastère ou au moins sur le terrain ou dans les environs du terrain de l'abbaye. La brasserie doit être secondaire à la vie monastique. Elle va servir la vie monastique plutôt que l'inverse. Donc, les trappistes ne peuvent pas commencer à rouler sur l'or avec les recettes qui font de leur délicieuse bière, comme on est en train de... Ils pourraient, hein? Ils pourraient, mais là, ils seraient plus authentiquement trappistes. Donc, ils pourraient pas. C'est ça. Donc, on respecte la règle étroitement ou on la respecte pas. Ben ouais. Donc, c'est ça. Et puis, finalement, c'est ça que le but de la brasserie n'est pas lucratif. Donc, les recettes servent la communauté, puis quand il y a des surplus, ils servent des œuvres caritatives. Simon? Donc, si on respecte tous ces critères-là, si j'ai bien compris, on a de la bière de stricte observance, c'est ça? Exactement. C'est une appellation contrôlée, ça? En fait, les trappistes ont, si je vous montre ici sur la bouteille de Rochefort, ils ont fait en 80, je ne vais pas me tromper, 97 exactement, ils ont breveté des produits authentiquement trappistes qui suivent en gros ces trois règles-là. Mais il y a un seau, là. Un seau. Ça ne s'applique pas seulement à la bière, ça s'applique au fromage, au chocolat, etc. Ouais. Pour dire justement, non, nous, on n'est pas dans la commercialisation capitaliste, on ne cherche pas à faire du profit, on cherche à produire de manière proprement chrétienne, proprement trappiste avec ces trois règles-là. Donc oui, c'est ça, c'est assez fascinant puis assez admirable. Est-ce qu'il y en a en dehors de la Belgique des brasseries comme ça? Mais c'est ça aussi qui est étonnant, c'est que, bon, la Belgique demeure le pays où il y en a le plus de brasseries trappistes. Il y en a 5 en Belgique. Mais il y en a 2 aux Pays-Bas. Il y en a une en France, une en Italie, une en Angleterre. Et tout récemment, il y en a une qui a ouvert en 2013 au Massachusetts. Donc, on a une brasserie authentiquement trappiste. Pas loin d'ici. Avec le sceau d'authenticité trappiste. Pas loin d'ici, en Nouvelle-Angleterre. Oui, c'est ça, de ce côté-ci de l'Atlantique. C'est pas le monastère où était Thomas Merton, ça? Je ne connais pas Thomas Merton, malheureusement, mais c'est l'abbaye Saint-Joseph au Massachusetts. Donc, on pourra poursuivre ses recherches pour vérifier. Faites vos recherches. Oui. Je pense que ça va faire l'objet d'un reportage assez bientôt. Pourquoi pas. Antoine Pajot-Saint-Hilaire, tu nous brosses un portrait historique là, de la tradition brassicole monastique. Il nous reste une toute petite minute. Comment on fait ça rapidement, là, de la bière d'abbaye comme ça? Oui, bien, peu importe qu'elle soit d'abbaye ou pas, une bière, c'est une bière, donc il y a certains ingrédients. On ne peut pas passer à côté de c'est en gros 4 ingrédients. De l'eau, des céréales maltées. Généralement, c'est de l'orge. En fait, c'est principalement de l'orge, mais on va aussi avoir du blé ou de l'épeautre, parfois de l'avoine, du seigle. Mais donc, surtout de l'orge. Maltée, c'est-à-dire chauffée afin de libérer les sucres de la céréale. On va avoir du houblon et la levure. La levure va fermenter le mou. Le mou est fabriqué en infusant du grain dans de l'eau chaude. Et une fois que le mou est refroidi, on ensemence avec de levure, ça fermente. Et après la fermentation, on a de la bière. Il reste juste à lui faire développer du gaz carbonique et puis on a une bière pétillante. Wow! Voilà. Ça a l'air tout simple, hein? Comment tu racontes ça? C'est tout simple. ça prend entre 6 et 12 heures, par contre. Ah, quand même. Merci infiniment, Antoine, de nous avoir fait faire ce tour d'horizon et j'espère bien qu'on va développer une tradition. Hein? On parle de tradition, puis tantôt une tradition, hein? On n'est pas du monde, peut-être trouver une certaine régularité là, dans la mesure, bien entendu, là, à cette chronique. À très bientôt, j'espère. À très bientôt, santé. Santé. C'est tout pour cette semaine, mais avant de se laisser, on va finir nos verres. Non, c'est pas vrai. On va y aller avec quelques suggestions culturelles de nos chroniqueurs. Tiens, Antoine, puisque tu avais déjà le micro, vas-y. Oui, moi, je vous suggère d'écouter une série sur Netflix qui s'appelle The Chair.
qui raconte l'histoire. En fait, c'est très bien fait. Il raconte l'histoire d'une professeure d'anglais à l'université, dans une université Ivy League aux États-Unis, qui devient directrice de son département. Et là, il y a tout un tumulte étudiant qui se produit. Donc, ça vient chercher les questions du fameux wokisme, mais aussi des responsabilités professorales, la question de l'éducation qui est en crise aujourd'hui un peu partout dans le monde. Donc, c'est très intéressant, très bien fait. The Chair comme plus la chaise plutôt que la chaise. Oui, c'est ça. Oui. Merci, Antoine. Ariane? Moi, je vous suggère un nouveau groupe de musique que j'ai découvert récemment qui s'appelle Bon Enfant. Pas mal enfant, là. Non, pas mal enfant, c'est pas toi, Antoine, désolé. Non, c'est Bon Enfant. Puis, ils font de la musique pop, un peu rock, avec un son un peu vintage des années 70. C'est super entraînant, c'est léger. Ils ont une poésie très imagée. Là. C'est un groupe québécois, puis ils font de la belle musique en français avec un accent de chez nous. J'aime ça. Merci, Ariane. Bon enfant à découvrir peut-être sur les ondes d'On n'est pas du monde bientôt. James? Oui, il y a une auditrice là, qui nous a écrit sur notre chaîne YouTube maintenant, qui est disponible. Elle a écouté l'émission la semaine dernière. Chantal Roussetti, elle nous a dit « Je veux vous suggérer de parler de cette série de vidéos qui a été faite par l'organisme québécois Vivre dans la dignité, dont on a déjà invité là, les représentants ici plusieurs fois à l'émission. Et Vivre dans la dignité, c'est un réseau citoyen qui fait la promotion des soins palliatifs notamment. Et ils ont produit une série de 7 vidéos, Le trésor des soins palliatifs. Souvent, on entend parler de ça, mais c'est un peu ça laisse un peu les gens sur leur faim. C'est quoi les soins palliatifs? Ouais. Donc, ils ont fait une très belle série là, qui fonctionne un peu par question. Donc, où on peut recevoir ça? Qu'est-ce que c'est que les soins palliatifs? Comment c'est né? C'est très bien fait. Je vous invite à aller voir ça sur YouTube. C'est très, très informatif. Le trésor des soins palliatifs. Ouais. On n'a qu'à taper ça sur notre barre de recherche. Merci, James. Et le mot de la fin à Émilie. Oui, bien, je vais vous proposer une excellente web-série qui s'appelle Point Tournant. C'est produit par un organisme communautaire qui s'appelle Accès Transport Viable, qui fêtait son 30e anniversaire. Donc, c'est un organisme qui promeut le développement des transports collectifs et actifs à Québec. Donc, c'est vraiment une web-série qui vulgarise bien là, toutes les dimensions là, de la mobilité. Là, c'est quoi le phénomène de l'étalement urbain? C'est comment aménager un territoire pour que ce soit convivial. Les aspects plus sociaux de la mobilité, là, c'est quoi? La gratuité du transport en commun, la tarification sociale. Donc, ça vulgarise, en fait, tous ces aspects-là, en fait, qui, des fois, ne peuvent pas être très, très concrets pour nous. Donc, ça se trouve sur un site qui se nomme 1.5. C'est un média qui fait l'actualité pour l'action climatique au Québec, là, toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là. Donc, la série s'appelle Point Tournant. C'est sur le site 1.5. Merci, Émilie Frémont-Cloutier. Merci à tous nos chroniqueurs d'avoir été là cette semaine. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée. Pour tous les détails, visitez le-unionverbe.com/radio. Je remercie tous nos dévoués chroniqueurs, James et Marie-Pierre à la technique, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission d'On n'est pas du monde.